Allez, on attaque ensemble la partie A. On vous dit ici, on considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 5 ln de x plus 3 moins x. 1 petit a, on appelle f' la fonction dérivée de la fonction f sur 0 plus l'infini. On vous dit ici de calculer f' de x et d'étudier son signe sur 0 plus l'infini. Alors, première petite remarque sur le domaine de définition, x plus 3, vous savez que x plus 3 doit être strictement positif, d'accord? C'est-à-dire que x doit être strictement supérieur à moins 3. Ça veut dire que le vrai domaine de définition, ce serait moins 3 plus l'infini. Or, eux ici, dans cet exercice, ils ont décidé d'étudier la fonction que sur 0 plus l'infini. Donc, tout va bien. Alors, on commence par dire que f est défini et dérivable sur le domaine de définition qu'on nous a donné, et on dit que pour tout x appartenant à ce domaine de définition, on va maintenant dériver la fonction f. Alors, on sait évidemment que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, du coup, je vais donc dériver 5 ln de x plus 3, donc prime, moins x prime. Alors, je sais aussi que quand j'ai une constante multipliée par une fonction et je dois dériver le tout, c'est donc k fois u' de x. Donc ici, je vais sortir le 5 et puis je vais dériver ln de x plus 3. Et puis ici, je garde moins x'. Je sais aussi que la dérivée de ln d'une fonction, ln de u de x', c'est u' de x sur u de x. Donc, à la prochaine étape, on obtient 5 fois x plus 3' divisé par x plus 3. Et puis ici, j'ai rien changé pour l'instant, moins x'. Je sais aussi que la dérivée de ax plus b, c'est a. Donc la dérivée de x plus 3, c'est bien 1. Et la dérivée de x, c'est bien 1 aussi. Donc j'obtiens 5 fois 1 sur x plus 3 moins 1. Alors évidemment, quand on obtient une dérivée, il faut toujours penser à mettre au même dénominateur, puisqu'on va devoir étudier le signe de cette dérivée, et il faut mettre au même dénominateur. Donc allons-y. On obtient donc 5 sur x plus 3 moins x plus 3 sur x plus 3. Je mets sous le même dénominateur qui est x plus 3. Attention, ici, c'est moins devant la parenthèse. 5 moins x plus 3. Je développe ici 5 moins x moins 3 sur x plus 3. Et 5 moins 3 va me donner 2. 2 moins x divisé par x plus 3. Donc, voici la fonction dérivée. Et je n'oublie pas de conclure en disant que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la fonction dérivée, c'est bien 2 moins x sur x plus 3. Alors maintenant que j'ai obtenu la fonction dérivée, la voici, f' de x c'est 2 moins x sur x plus 3. Je vais étudier le signe de la dérivée f' de x. Donc pour ça, je fais un tableau de signes. Donc j'ai ici le numérateur qui est 2 moins x et j'ai ici le dénominateur qui est x plus 3. Et j'ai ici f' de x qui est 2 moins x sur x plus 3. N'oublions pas que nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce numérateur et se dire quand est-ce que ce numérateur s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que 2 moins x égale 0. Eh bien c'est quand moins x est égal à moins 2 et c'est donc quand x égale 2 et je vais reporter cette valeur ici. J'ai ici 2. Je fais la même chose pour le dénominateur. Je me dis quand est-ce que x plus 3 est égal à 0. X plus 3 est égal à 0 quand x est égal à moins 3. Or, moins 3 n'est pas ici sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc je ne vais pas reporter cette valeur. Je tire ensuite une barre ici et je me dis, 2 moins x s'annule pour x égale 2. Très bien. Alors, est-ce qu'il est négatif positif ou est-ce qu'il est positif négatif ? Bon, la manière la plus simple pour ne pas se tromper, c'est de prendre une valeur qui est ici, par exemple 3, et de la remplacer dans 2 moins x. Donc vous remplacez x ici par 3 pour voir si vous obtenez une valeur positive ou négative. Donc 2 moins 3 égale moins 1. Je vois bien que j'obtiens une valeur négative. Donc ici, ça va être négatif. Si je prends ici une valeur qui est entre 0 et 2, je prends par exemple 1. Je remplace x par 1. Donc 2 moins x, si je remplace x par 1, ça fait 2 moins 1 et donne 1. Donc 1 est positif. Donc ici, je mets positif. Voilà, une petite méthode pour ne pas se tromper. Alors, pareil pour x plus 3, je sais que x plus 3 s'annule pour moins 3. Si je prends une valeur qui est ici, par exemple 10, et je remplace ici x par 10, ça me donne 10 plus 3 me donne 13. Donc ici, ce sera positif. Si je prends une valeur qui est inférieure à moins 3, par exemple moins 5, je remplace ici x par moins 5. Moins 5 plus 3 me donne moins 2, c'est donc négatif. Donc pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins 3, ce sera positif. Et pour toutes les valeurs qui seront inférieures à moins 3, ce sera négatif. Or ici, je suis sur 0 plus l'infini. Donc je vois bien que x plus 3 sera toujours positif. Et donc je reporte ici plus et plus. Alors j'obtiens maintenant le signe de la fraction. Je sais que le numérateur s'annule pour x égale 2, donc la fraction va s'annuler ici. Le dénominateur, lui,
puis x plus 3 s'annule pour x égale moins 3, mais moins 3 n'est pas dans cet intervalle, donc il n'y a plus aucune précaution à prendre par rapport au dénominateur. Alors vous connaissez la règle des signes, plus divisé par plus me donne plus, moins divisé par plus me donne moins, donc voici le signe de la fonction dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant que j'ai le signe de la dérivée, évidemment, on en déduit les variations de la fonction f, donc quand la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction est strictement décroissante. Et je n'oublie pas ici de compléter mon tableau de variation avec l'image de 0, f de 0, que j'ai calculé ici. F de 0, c'est 5 ln de 0 plus 3 moins 0, ça me donne 5 ln de 3, et à la calculatrice, je peux avoir une valeur approchée juste pour l'avoir en tête. Donc ici, je vais compléter par 5 ln de 3. Et puis pareil ici, je vais compléter par l'image de 2, donc f de 2, je remplace ici x par 2, donc ça me donne 5 ln de 2 plus 3 moins 2, ce qui me donne 5 ln de 5 moins 2, et à la calculatrice, j'ai une petite valeur approchée, c'est 6,05, et je complète donc mon tableau de variation. Alors je vois bien ici que c'est cohérent, je suis en f de 0 qui est 5 ln de 3 qui est à peu près égal à 4,49 et je suis en train de monter vers une valeur qui normalement doit être supérieure à celle-ci. Donc j'ai obtenu 5 ln de 5 moins 2, c'est environ 6,05, donc tout est cohérent. Ici il va falloir chercher la limite quand x tend vers plus l'infini, mais on ne vous demande pas de le faire dans cette question. Donc voilà pour cette première question. Alors dans cette question petit c, on vous dit montrer que pour tout x strictement positif, f de x est égal à x facteur de 5 ln de x sur x moins 1 plus 5 ln de 1 plus 3 sur x, alors que dans l'énoncé, l'expression algébrique de f de x qu'on avait initialement, c'était f de x égale 5 ln de x plus 3 moins x. Ça, c'est une question qui revient très très souvent dans les examens. On vous donne en fait une expression algébrique au départ et dans l'exercice, à un moment, on vous dit montrer que f de x a une autre expression algébrique. Donc là, si vous voulez, on a le choix entre passer de là à là, d'accord, ou alors passer de là à là. C'est-à-dire que soit vous partez de cette expression-là, d'accord, et vous vous débrouillez pour arriver à celle-ci, soit vous partez de cette expression et vous vous débrouillez pour arriver à celle-ci. Alors là, il faut avoir un petit peu le flair. Moi, ici, ce que je vous conseille, c'est de partir plutôt de l'expression du haut, celle qu'on doit démontrer, pour arriver à l'expression de l'énoncé, celle qu'on avait au départ dans l'énoncé. C'est ce que nous allons faire. Alors ici, je pars de l'expression qu'on veut démontrer, l'expression de f de x qu'on veut démontrer, mais je n'écris pas f de x, puisque je n'ai pas encore démontré que c'était f de x. Donc je dis tout simplement, on a, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, je pars de l'expression que je vais démontrer, mais je ne dis pas que c'est égal à f de x, et le but du jeu, c'est d'arriver à celle-ci pour dire, ah, ben c'est égal à f de x, donc finalement, j'ai démontré que c'était égal à f de x. Donc mon objectif, c'est de partir de l'expression que je dois démontrer, d'accord, pour arriver à l'expression qu'on avait initialement dans l'énoncé. Alors, je vais commencer par développer ici. Donc, je vais faire x facteur de 5 ln de x sur x, et puis x fois moins 1. Voilà ce que j'obtiens, et je vois ici qu'il y a une simplification. Donc, pour ce premier terme, je vais obtenir 5 ln de x moins x. Et puis, pour ce deuxième terme, pour l'instant, je vais faire que le recopier. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que ici, j'ai un 5 ln de x, et puis ici, j'ai un 5 ln de 1 plus 3x. Mais ici, je n'ai pas de 5 ici, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle une factorisation partielle, c'est-à-dire que je vais factoriser ce terme-là et ce terme-là par 5, et celui-là, je ne vais pas m'en occuper, je vais le mettre à la fin. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ici, ce moins x, je l'ai mis ici à la fin, je ne vais pas m'en occuper. Et puis ici, j'ai un 5 ln de x plus 5 ln de 1 plus 3x. J'ai tout simplement ici factorisé par 5 pour faire apparaître ici ln de a plus ln de b. Et vous savez que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc ici, ln de a plus ln de b, je vais donc dire que c'est ln de a fois b. Et évidemment, le moins x ici, je n'y ai pas touché. Je vais maintenant développer à l'intérieur de cette parenthèse x fois 1 et puis x fois 3 sur x. J'obtiens donc x fois 1 me donne x fois 3 sur x que je vais simplifier ici, x fois 3 sur x va me donner 3 et j'obtiens ici 5 ln de x plus 3 moins x. Ce crochet-là ne sert plus à rien, je l'enlève et regardez comme par magie, j'ai fait apparaître l'expression de f de x que j'avais dans l'énoncé au tout début. Donc je vais pouvoir conclure que
f de x maintenant a deux expressions algébriques. Et évidemment, je n'oublie pas de conclure en disant que pour tout x, attention, strictement positif, attention, puisqu'ici j'ai un x qui est au dénominateur, donc attention, cette expression n'est valable que pour les x strictement positifs, et j'ai démontré que f de x était bien égal à ce qu'on m'avait demandé de démontrer. Donc là, je peux même rajouter CQFD, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Et voilà pour cette question petit c. Dans cette question petit d, on nous demande d'en déduire la limite de f en plus l'infini. Alors en déduire, évidemment, c'est très important, ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on a trouvé dans la question précédente. Alors pourquoi on va utiliser ce qu'on a trouvé dans la question précédente? Je vous rappelle ici que ma fonction f de x était 5 ln de x plus 3 moins x définie sur 0 inclus plus l'infini. Et dans la question précédente, on a montré que f de x avait une autre expression algébrique qui était valable sur 0 exclu plus l'infini, qui était celle-ci. Alors pourquoi on va devoir utiliser ce qu'on avait dans la question précédente? Parce que si je me mets au brouillon et si je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini en utilisant la première expression algébrique, celle de l'énoncé, si je fais tendre ici x vers plus l'infini, d'accord, x plus 3 va aussi tendre vers plus l'infini. Je sais que quand une quantité tend vers plus l'infini, le logarithme népérien de cette quantité va aussi tendre vers plus l'infini. D'accord? Si je multiplie par 5, si je multiplie ici par 5, ça continue à tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire que ce premier terme-là va tendre vers plus l'infini. Ici, j'ai un x qui tend vers plus l'infini, mais avec un moins ici. Donc, ça veut dire que tout ça va tendre vers moins l'infini. Je me retrouve donc avec plus l'infini moins l'infini, et je sais que ceci est une FI, c'est une forme indéterminée. Je ne peux donc pas trouver la limite avec cette expression algébrique, puisque en faisant un petit raisonnement au brouillon, j'arrive à une forme indéterminée. Alors voyons voir si on est toujours face à une forme indéterminée avec la deuxième expression algébrique. Alors avec la deuxième expression algébrique, si je fais tendre x vers plus l'infini, j'ai ici ce x là qui tend vers plus l'infini, donc 3 sur x va tendre vers 0. J'ai ici 1 plus une quantité qui tend vers 0, ça va tendre vers 1. Je sais que ln de 1, c'est 0. Ça veut dire que tout ceci va tendre vers 0. Si je multiplie par 5, ça continue à tendre vers 0. Donc pour ce deuxième terme-là, tout se passe bien. On arrive à montrer très facilement que ça tend vers 0. Alors ici, regardez ce que j'ai un ln de x sur x. Alors x tend vers plus l'infini, ln de x va aussi tendre vers plus l'infini, et ici x tend vers plus l'infini. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une forme indéterminée du cours. Rappelez-vous, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est une forme indéterminée, mais c'est une forme indéterminée du cours qu'il faut connaître, et il faut savoir que c'est le x qui l'emporte en plus l'infini. Donc ce quotient-là, ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, me donne bien 0. Donc ça, c'est une FI du cours, forme indéterminée du cours. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que je suis toujours au brouillon, ça veut dire que ceci tend vers 0, FI du cours. Si je multiplie par 5, ça continue à tendre vers 0. Si j'enlève 1, cette parenthèse-là va tendre vers moins 1, d'accord? X, lui, tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois moins 1, ça va faire moins l'infini. Donc j'ai ici ce premier terme-là en orange, qui va se mettre à tendre vers moins l'infini. Et j'ai ce deuxième terme, allez, on va le mettre en vert, celui-là, j'ai montré qu'il tendait vers 0. Donc ici, j'ai un moins l'infini plus 0, donc ça va tendre vers moins l'infini et le tour est joué. Maintenant, il va juste falloir rédiger ceci correctement. Alors la rédaction, on va commencer par ce terme-là le plus facile. Donc on va dire tout simplement que quand x tend vers plus l'infini, limite de 3 sur x tend vers 0. Et puis donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 3 sur x va me donner 1. Et je sais que quand grand x, donc une quantité, tend vers 1, son logarithme, la limite de ln de grand x quand x tend vers 1, c'est 0. Donc, je reviens à ma variable de départ en disant limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 3 sur x est égal à 0. Et si je multiplie par 5, ça ne change rien, ça continue à tendre vers 0. Donc voilà la rédaction pour ce deuxième terme. Allez, on s'attaque maintenant à la rédaction de la limite quand x tend vers plus l'infini de ce terme-là. On a déjà expliqué
au brouillon. Donc là, on commence tout simplement par dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0 et on précise que c'est une fi du cours. Donc du coup, quand on va multiplier par 5 fois une quantité qui tend vers 0, et bien ça continue à tendre vers 0. Donc je le dis, donc limite quand x tend vers plus l'infini de 5 ln de x sur x égale 0. Donc quand je vais soustraire 1, et bien la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 ln de x sur x moins 1 est égale à moins 1. Et quand je vais multiplier par x, donc je vais dire par produit de limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, attention ici je vais multiplier par x, x tend vers plus l'infini, et cette parenthèse-là, je viens de montrer qu'elle tendait vers moins 1, donc le tout tend vers moins l'infini. Et donc maintenant, par somme de limites, je sais que le premier terme, ici je viens de le démontrer, tendait vers moins l'infini, et ce deuxième terme-là tendait vers 0. Donc par somme de limites, ça donne bien moins l'infini. Et je n'oublie pas de conclure en disant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini. Dans la question E, très facile, on vous dit de compléter le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On avait déjà trouvé que sur l'intervalle 0, 2, la fonction f était strictement croissante. L'image de 0, c'était 5 ln de 3 qui était à peu près égal à 4,49. L'image de 2, c'était 5 ln de 5 moins 2 qui était à peu près égal à 6,05. On a bien vu que c'était parfaitement cohérent puisque la fonction était croissante. Donc je vais bien d'un nombre à un nombre qui est plus grand, c'est logique. Et puis ici, on vient de compléter puisque je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini, je viens de démontrer que c'était égal à moins l'infini et donc c'est parfaitement cohérent puisque maintenant, regardez, c'est hyper important cette étape-là. Il faut confronter votre tableau de variation avec vos limites pour voir si tout est cohérent. Là, c'est parfaitement cohérent. Je pars d'une valeur, je monte vers une valeur qui est plus grande et puis je descends ici vers moins l'infini. C'est parfaitement cohérent. Donc voilà le tableau de variation de cette fonction f. Dans la question 2 petit a, question classique qu'il faut bien falloir rédiger, c'est on vous dit montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. On notera alpha cette solution. Donc évidemment, quand on est bien entraîné, on sait qu'il s'agit ici et qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qu'on appelle le TVI. Et ici, c'est pas le théorème des valeurs intermédiaires, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors c'est très simple à comprendre. Vous savez évidemment que ici, si je vais de 4,49 à 6,05, je ne risque pas de passer par 0 ici. Donc là, c'est pas possible de passer par 0. Donc ici, sur l'intervalle 0,2, on va tout simplement dire que ma fonction est strictement positive et donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution sur cet intervalle-là. En revanche, sur l'intervalle 2 plus l'infini, l'image de 2, ici vous voyez, elle est strictement positive et puis la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini et comme ma fonction est continue est strictement décroissante, donc ça veut dire que à un moment ici, par le théorème des valeurs intermédiaires, je suis sûr de passer par 0, mais je ne sais pas en quelle valeur, c'est cette valeur qu'on va appeler alpha, et c'est donc alpha cette solution. Donc là, c'est très facile à comprendre. Attention, il va bien falloir rédiger ceci si vous voulez avoir tous les points à cette question. Donc on va rédiger tout ceci ensemble et je vais insister sur les mots les plus importants dans la rédaction. Alors je vais commencer par justifier que sur l'intervalle 0,2, la fonction est strictement positive, donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution. C'est ce que je dis pour tout x appartenant à 0,2, la fonction f de x est strictement positive, donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 0,2. Alors voilà les mots qui sont très importants dans le théorème des valeurs intermédiaires. Il faut dire que f est continu, donc il ne faut pas oublier le mot continu, et puis strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors maintenant, je vais dire que l'image de 2, f de 2 est strictement positive, c'est ce que je dis ici. F de 2, c'est égal à 5 ln de 5 moins 2, qui est égal à 6,05, et je ne vais pas oublier de dire que c'est strictement positif, d'accord? Je vais aussi dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins l'infini, donc je vais dire ici que c'est moins l'infini, vous voyez, la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Je vais maintenant dire, or 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 5 ln de 5 moins 2, donc 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 5 ln de 5 moins 2. Attention à mettre moins l'infini avant 5 ln de 5 moins 2, puisque dans un intervalle, je vous rappelle,
On part de la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande. Donc maintenant, une fois que j'ai dit que ma fonction était continue, qu'elle était strictement décroissante, d'accord, que j'ai pris l'image de 2, que j'ai montré que c'était strictement positif, que j'ai dit que la limite en plus l'infini, c'était moins l'infini et 0 appartient à moins l'infini, 5 ln de 5 moins 2, je dis donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha, telle que f de alpha égale 0, et puis je sais que alpha appartient à ce stade-là, je sais que ça appartient à 2 plus l'infini. Donc je vous invite à revoir cette rédaction, elle doit être parfaite pour avoir tous les points. Donc là, c'était du grand classique. On a un tableau de variation et on nous demande... Alors ici, attention, je n'ai pas encore conclu. J'ai dit que sur 0,2, l'équation n'admettait pas de solution et que sur 2 plus l'infini, l'équation admettait une unique solution. Donc je vais quand même conclure en disant que sur cet intervalle-là, l'intervalle 0 plus l'infini, comme j'ai dit que sur 0,2, il n'y avait pas de solution et que sur 2 plus l'infini, il n'y en avait qu'une seule. Donc je vais conclure en disant que sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'équation admet une unique solution et je vais écrire tout ceci. Et voilà la conclusion, je dis l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Voilà donc pour cette question concernant le théorème des valeurs intermédiaires ou plutôt son corollaire. On nous demande ici dans la question petit b, après avoir vérifié que alpha appartient à l'intervalle 14-15, donner une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Alors on va d'abord vérifier que alpha appartient bien à l'intervalle 14-15. Donc là, ici, je vous ai remis le tableau de variation. On sait que alpha existe et qu'il est unique et qu'il est entre 2 plus l'infini. Donc si on veut montrer qu'il appartient à 14-15, ça veut dire que ici j'ai un 14 et ici j'ai un 15. Donc c'est très facile. Il suffit de montrer que l'image de 14, c'est-à-dire ici f de 14, est au-dessus de 0. Donc ça veut dire qu'il va falloir montrer que f de 14 est tout simplement positif. Et puis ici, 15 est ici, donc son image, ici f de 15 va être négative. Donc là, il suffit de calculer f de 14 et de montrer que c'est strictement positif, f de 15 et de montrer que c'est strictement négatif. Et évidemment, vous faites ça à la calculatrice. Donc je calcule f de 14, ça me donne 5 ln de 14 plus 3 plus 14, 5 ln de 17 plus 14. Je rentre tout ceci dans la calculatrice, dans un tableau de valeurs. J'obtiens 0,16, c'est bien strictement positif, c'est exactement ce que je voulais montrer. F de 14 est bien strictement positif, ce qui nous prouve que 14 est bien inférieur à alpha. Et puis f de 15, 5 ln de 15 plus 3 moins 15, qui me donne 5 ln de 18 moins 15. Je tape tout ceci dans la calculatrice et j'obtiens moins 0,548 qui est strictement négatif. Ça veut bien dire que 15 est strictement supérieur à alpha puisque f de 15 est négatif. Donc comment je vais justifier ceci sur ma copie? Je vais tout simplement dire que f de 14 est positif et f de 15 est négatif. Donc évidemment alpha est compris entre 14 et 15. Donc voilà pour la première partie de cette question. J'ai bien vérifié que alpha appartient à l'intervalle 14-15. Maintenant, il va falloir donner une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Alors, on nous demande ici d'encadrer alpha à 10-2 près. Je sais maintenant que alpha est compris entre 14 et 15. Je vous ai mis ici le tableau de variation. Donc, toutes les valeurs qui vont être avant alpha, qui vont être strictement inférieures à alpha, je sais que leurs images vont être strictement positives. Alors que les valeurs qui vont être strictement supérieures à alpha, je sais que leurs images vont être strictement négatives. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement programmé ma fonction sur ici un tableur, mais vous allez le faire dans votre calculatrice, et puis vous allez voir quand est-ce que je passe de positif à négatif. Donc regardons ici comment ça se passe dans le tableau de valeurs. Donc ici, j'ai fait un pas de 0,1. Donc dans un premier tableau ici, j'ai rajouté 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Donc j'ai fait un pas de 0,1. Et je me rends compte ici, regardez, qu'entre 14,2, l'image de 14,2 est strictement positive, alors que l'image de 14,3 est strictement négatif. Ça veut dire qu'à ce stade-là, je vais pouvoir dire que alpha est compris entre 14,2 et 14,3. Pourquoi? Parce que l'image de 14,2, je sais que c'est positif, je le vois ici, l'image de 14,2 est positif, alors qu'ici, l'image de 14,3, je vois que c'est négatif, je le vois ici. Mais moi, on me demande de faire encore un pas beaucoup plus précis, c'est-à-dire à 0,01, c'est-à-dire à 10-2 près. Rappelez-vous, on vous dit à 10-2 près, c'est-à-dire à 0,01. Donc je sais que c'est entre 14,2 et 14,3. Je fais donc
donc un autre tableau et je démarre à 14,2, d'accord? Et maintenant, je vais faire un pas de 0,01, c'est-à-dire je vais programmer ma calculatrice pour me donner ici un pas de 0,01. Donc, je vais obtenir ici les valeurs en 0,01 à de 0,01. À chaque fois, je ajoute 0,01. Et donc ici, par exactement le même raisonnement, je vais voir quand est-ce que je passe de positif à négatif. Et en regardant ici, je vois que l'image de 14,23 est positive, je le vois ici, et je vois que l'image de 14,24 est négative. Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir dire que mon alpha est compris entre 14,23 ici, je l'écris, d'accord, et puis ici, 14,24. Donc là, j'ai un encadrement de alpha à 10-2 près. Ça, c'est une recherche à la calculatrice et pour la justification, ça va être très très simple. Il suffira de dire que l'image de 14,23, de donner cette valeur approchée et de dire que c'est positif, de donner l'image de 14,24 et de dire que c'est négatif, et rien qu'avec ça, on va pouvoir justifier que alpha est compris entre 14,23 et 14,24. Et voilà donc la justification. On dit tout simplement que f de 14,23 est strictement positif, f de 14,24 est strictement négatif, donc je vais pouvoir dire que alpha est compris entre 14,23 et 14,24. Attention, dans la question, on ne nous demande pas de donner un encadrement de alpha à 10-2 près, on nous demande ici, rappelez-vous ici, on vous dit donner une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Donc là, vous pouvez tout simplement dire, au lieu de donner un encadrement, vous pouvez dire alpha est égal à 14,23 et vous donnez cette valeur approchée à 10-2 près par défaut pour répondre à la question. Donc voilà, ici, on sait que f de x égale 0 admet une unique solution alpha, d'accord? Et je sais que ce alpha-là est compris. Tout à l'heure, je savais qu'il était compris entre 14 et 15. Maintenant, j'ai un encadrement beaucoup plus précis. Il est compris entre 14,23 et 14,24, ce qui me permet de donner une valeur approchée par défaut à 10-2 près. Donc voilà pour cette question. Alors ici, la question la plus importante de toute cette première partie de cet exercice, en déduire le signe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, il va falloir prendre toutes les informations que vous avez dans cette première partie. Je sais que la fonction f est strictement croissante sur 0,2. Je sais que l'image de 0 est strictement positive. Je sais que l'image de 2 est strictement positive. Je sais donc que sur cet intervalle-là, 0,2, je ne passe jamais par 0. Et puis ensuite, sur l'intervalle 2 plus l'infini, ma fonction est strictement décroissante. La limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et je sais que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha. Et je suis arrivé à montrer que alpha était bien compris entre 14,23 et 14,24. Donc ici, le signe, c'est très très facile. Si on regarde ce tableau de variation, on voit que de là à là, je suis tout le temps strictement positif. Donc de 0 jusqu'à alpha, d'accord, alpha exclu, je suis strictement positif. Et puis de alpha à plus l'infini, je vais être ici strictement négatif. Donc là, pour rédiger, c'est très simple. On va tout simplement dire, d'après les questions précédentes, voici le tableau de signes de f de x sur 0 plus l'infini. Et puis ici, je sais qu'entre 0 et alpha, que toutes les images vont être strictement positives et que entre alpha et plus l'infini, les images vont être strictement négatives. Donc voilà le tableau de signes de cette fonction sur 0 plus l'infini. C'était la question la plus importante puisque c'est cette réponse-là que nous allons très certainement utiliser dans la partie B de cet exercice. Allez, on attaque ici la partie B. On vous dit ici, soit UN, la suite définie par U0 égale 4 et UN plus 1 est égal à 5 ln de UN plus 3 pour tout entier naturel n différent de 0. Donc on voit ici que nous avons une suite définie par récurrence. On a le premier terme ici U0 qui est égal à 4 et ici nous avons une relation de récurrence. On vous dit, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égal à 5 ln de x plus 3. Donc on voit bien ici que ici nous avons une suite un qui est définie par récurrence. Ici j'ai le premier terme qui est u0. Et ici, j'ai la relation de récurrence. J'ai donc un plus 1 qui est une fonction de un. Et je vois bien que la fonction utilisée, c'est bien g de x. Donc ici, on voit bien que c'est g de un, puisque un plus 1, un plus 1, si je regarde bien ici comment ça se passe, c'est 5 fois ln du terme précédent un plus 3. Donc je vois bien ici que c'est l'image de un
par la fonction g, puisque la fonction g, c'est 5 ln de x plus 3. J'espère que tout ceci est très clair pour vous. On vous dit, en annexe 1, on a tracé dans un repère orthonormé la droite D d'équation y égale x et la courbe C, courbe représentative de la fonction g. On vous dit construire sur l'axe des abscisses de l'annexe 1 les termes U0, U1, U2 de la suite UN en utilisant la droite et la courbe donnée et en laissant apparents les traits de construction. Donc ça, c'est plutôt une question classique. Vous devez être capable de représenter les termes d'une suite qui est définie par récurrence. Et comment? Tout simplement en utilisant la droite d'équation y égale x, d'accord, et en utilisant la courbe représentative C de la fonction qu'on utilise dans la relation de récurrence. UN plus 1 est égal à G de UN. Donc on va avoir ici la droite D d'équation y égale x et on va avoir la courbe représentative de la fonction qui est utilisée dans la relation de récurrence. Et à partir de ces deux éléments, vous devez être capable de représenter les premiers termes, donc U0, U1, U2 de la suite. Très bien. Et ensuite, on vous dit ici, quand vous aurez représenté ces termes U0, U1, U2, formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite UN. Allons-y, nous allons faire ceci ensemble. Alors on y va, on a ici la suite UN, la voici, elle est définie avec son premier terme qui est U0 égale 4. Donc on va commencer déjà par poser U0 égale 4, on le pose ici sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce que je sais sur U1? Je sais que U1, je sais que c'est G de U0. G de U0. Où est la fonction G? La fonction G est ici en rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ici avec des pointillés ici. Bam, 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 bam. Je m'arrête ici. Et je sais que U1 va être ici. Puisque U1, on sait que U1, c'est G de U0. C'est l'image de U0 par la fonction g. Donc voilà mes traits de construction. Je suis parti de U0 qui est égal à 4 sur l'axe des abscisses et je suis allé trouver son image par la fonction g pour obtenir U1 qui est l'image de U0 par la fonction g. Très bien. Alors maintenant, si je dois représenter U2, je sais que U2, c'est G de U1. Donc U2, c'est G de U1. Donc il va falloir que je prenne U1 sur l'axe des abscisses, puisque U2, vous voyez, U2, c'est l'image de U1 par la fonction G. Donc il va falloir avoir le U1 sur l'axe des abscisses. Et c'est à ça que sert la droite d'équation y égale x. C'est des choses que vous avez déjà vues dans les classes précédentes. Je vais donc prendre ce U1 là, d'accord, et je vais le rabattre, si vous voulez, sur l'axe des abscisses. Donc comment? Je vais le prendre comme ceci, bam, et je vais aller l'emmener sur la droite d'équation y égale x pour le retrouver ici, ici, sur l'axe des abscisses. Donc je retrouve ici U1. Et maintenant que j'ai U1 sur l'axe des abscisses, je vais trouver son image par la fonction G. Donc je vais remonter ici, et je vais aller chercher, bam. Regardez, je vais aller chercher son image par la fonction G pour obtenir ici U2. Donc U2 sera ici, très bien. Donc vous avez aussi compris, même si on ne vous le demande pas, que U3, ça va être l'image de U2 par la fonction G. Donc si je devais calculer U3, je vais l'écrire ici en haut de l'écran. U3, c'est G de U2. Donc vous avez compris que si pour avoir U3, il me faut U2 sur l'axe des abscisses. Donc je vais le reprendre ici à partir ici de U2. Là, bam. Je vais le mettre sur l'axe des abscisses. Je vais le descendre ici. Je vais le descendre ici. Voilà U2. Et puis une fois que j'aurai U2 ici, je vais pouvoir trouver son image par la fonction G pour trouver U3. Donc je vais remonter ici avec une autre couleur si vous voulez. Bam. Je remonte jusque là. Et là, je vais venir trouver l'image de U2 par la fonction G, qui est donc U3. Mais là, ce qui m'intéresse, c'était juste de représenter U0, U1, U2 sur l'axe des abscisses. Et je vois bien ici que... Alors, je vais me mettre dans une autre couleur. Je vais me mettre en jaune ici pour que vous le voyez bien. U0 était égal à 4. Et puis, U1 est ici. Et puis, U2 est ici. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? On me demandait ici de construire sur l'axe des abscisses de l'annexe 1 les termes U0, U1, U2 de la suite. UN en utilisant la droite et la courbe, c'est ce que je viens de faire. Et puis, formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite UN. C'est une conjecture. Qu'est-ce que je remarque ici? Je vois ici, en tout cas, d'après la représentation des termes de la suite, que U1 est supérieur à U0 et que U2 est supérieur à U1. Donc, on dirait que cette suite UN
est strictement croissante. Donc c'est une conjecture qu'on va bien entendu nous demander de démontrer dans les questions suivantes. Mais pour l'instant, c'est une conjecture, donc vous pouvez très bien dire conjecture, la suite UN semble être strictement croissante. Donc voilà ici, dans cette première partie, on voulait juste s'assurer que vous étiez capable de représenter les termes d'une suite définie par récurrence en utilisant la droite d'équation y égale x. Donc ça, c'est une compétence qu'il faut absolument, impérativement savoir faire. Voilà pour ces première question. Allez, on attaque ici la question 2 petit a. On vous dit étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on vous disait dans l'énoncé que la fonction g, elle était définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 5 ln de x plus 3. Donc on va dériver cette fonction, étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations. Allons-y. Bon, alors là, c'est très facile. On dit que g est défini et dérivable sur 0 plus l'infini. Et puis, on dit pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, la dérivée de g', donc on écrit g de x ici. Et puis, on met des crochets et on met un prime. Très bien. On sait que k fois u de x, le tout prime, quand on a une constante qui multiplie par une fonction et qu'on doit dériver, évidemment, on garde la constante et on la multiplie par la dérivée de la fonction. Donc là, je garde le 5 et je le multiplie par la dérivée de ln de x plus 3. Alors, ln de u de x, le tout prime, c'est u' de x sur u de x. Donc ici, ça va faire x plus 3 prime sur x plus 3. Et évidemment, le 5, je le garde ici. Et puis la dérivée de x plus 3, la dérivée de ax plus b, c'est bien a. Donc la dérivée de x plus 3, c'est bien 1. Donc j'obtiens ici 5 fois 1 sur x plus 3, très facile. Et puis je multiplie le 5 par le 1. Et j'ai ici 5 sur x plus 3. Donc la dérivée ici, g' de x, c'est bien tout simplement 5 sur x plus 3. Donc voilà la dérivée. On va maintenant étudier le signe de cette dérivée sur 0 plus l'infini. Alors la fonction g de x, c'est bien 5 ln de x plus 3. On vient de dériver, on a trouvé 5 sur x plus 3. Nous sommes sur 0 plus l'infini. Nous avons ici une fraction. Donc on voit bien que le 5 ici sur l'intervalle, bon 5 c'est une constante, donc c'est toujours positif. X plus 3, où est-ce qui s'annule? Donc on peut faire rapidement au brouillon. X plus 3, quand est-ce qu'il s'annule? C'est quand x est égal à moins 3. Donc ça veut dire tout simplement que x plus 3 s'annule en moins 3 et que pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins 3, c'est positif et ici c'est négatif. Donc là, comme on est sur 0 plus l'infini, ça veut dire que x plus 3 est toujours strictement positif, c'est plutôt facile. Donc du coup, g' de x ici va être strictement positif puisque le numérateur est strictement positif et que le dénominateur est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc g' de x est positive et donc la fonction g est strictement croissante. On peut compléter ici. Alors, on peut compléter ici, hop, ici. On peut compléter par g de 0. Donc, on peut le calculer rapidement. G de 0, c'est tout simplement ln de 0 plus 3, ce qui donne ln de 3. Et ln de 3 est strictement positif. Donc, ici, on a ln de 3. Et pourquoi ln de 3 est strictement positif? Puisque je vous rappelle que la fonction logarithme, elle est comme ceci. Elle s'annule ici en 1. D'accord? Elle s'annule en 1. Donc, pour tous les x qui sont compris entre 0 et 1, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, d'accord, les logarithmes sont strictement négatifs. Et pour tous les x qui sont supérieurs à 1, les logarithmes sont strictement positifs. Donc, comme 3 se trouve ici, son logarithme est strictement positif. ln de 3 est strictement positif. Donc, ici, juste, je vous le dis, ça veut dire ici que ma fonction est toujours strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque ln de 3 est strictement positif. Donc voilà pour cette question. On a dérivé la fonction g, on a étudié le signe de la dérivée, et on a donc prouvé que la fonction g était strictement croissante et strictement positive, puisqu'elle admet un minimum ici, qui est strictement positif. Voilà pour cette question très simple. Alors dans cette question très simple, on vous dit de vérifier que g de alpha égale alpha, où alpha est défini dans la partie A, question 2 petit a. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on sait sur ce fameux alpha? On sait que f de alpha égale 0. Rappelez-vous, alpha était l'unique solution de l'équation f de x égale 0. C'était l'unique solution de cette équation. Donc on peut dire que f de alpha
égale 0. Et la fonction f, c'était tout simplement 5 ln de x plus 3 moins x. Donc ça, c'était la fonction f de x. Donc je vais tout simplement dire j'ai f de alpha égale 0, ce qui équivaut tout simplement à dire que en remplaçant donc x par alpha, j'obtiens 5 ln de alpha plus 3 moins alpha égale 0, puisque je sais que f de alpha égale 0. Donc je remplace ici le x ici par alpha, d'accord? Et donc je sais que f de alpha égale 0, puisque alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0 qu'on a vu dans les questions précédentes. Donc ceci veut dire que 5 ln de alpha plus 3 moins alpha égale 0. Je passe ce alpha là de l'autre côté, d'accord? Ça devient donc ici alpha, d'accord? On obtient donc 5 ln de alpha plus 3 égale alpha, et 5 ln de alpha plus 3, c'est g de alpha. Donc on vient de démontrer que g de alpha égale alpha, et on peut écrire CQFD puisque c'est très facile ici. Très bien, donc voilà la réponse à cette question très simple. Alors dans cette question, on vous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un qui est compris entre 0 et alpha. Cela veut dire que vous allez démontrer que ici la suite un est minorée par 0 et puis que la suite un ici est majorée par alpha. Minorée par 0, majorée par alpha, ça veut dire qu'on va démontrer que la suite un est bornée. Ça veut dire que tous les termes un sont compris entre 0 et alpha, et on vous demande de démontrer ceci par récurrence. Donc là, on va tout simplement dérouler la méthode de la récurrence avec les 3 étapes que vous connaissez: initialisation, hérédité et conclusion. Allons-y. Alors, on va commencer par donner un nom à cette propriété. On va dire soit Pn, la propriété Pn de points, un est compris entre 0 et alpha. Alors, initialisation, vérifions que la propriété P0 est vraie, c'est-à-dire vérifions que U0 est compris entre 0 et alpha. Or, on sait que U0 est égal à 4 et que alpha est compris entre 14,23 et 14,24. C'est ce qu'on a vu dans les questions précédentes. Donc là, c'est très simple. On va donc pouvoir dire que, évidemment, comme U0 est égal à 4, 4 est plus grand que 0 et inférieur à alpha, puisque alpha est compris entre 14,23 et 14,24. Donc là, on va pouvoir dire que la propriété est vérifiée pour n égale 0. Donc ma propriété est bien initialisée. La propriété est vérifiée pour n égale 0. Alors on attaque la deuxième étape de notre raisonnement par récurrence, c'est l'étape de l'hérédité. Alors on commence par dire, on suppose que la propriété Pn est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire voici la propriété qu'on a supposée être vraie à un rang n, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et puis on veut montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que la propriété P est vraie au rang suivant n plus 1. Et qu'est-ce que ça veut dire montrer que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1? Cela veut dire de montrer que un plus 1 est compris entre 0 et alpha. Donc voici ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Un, on suppose que c'est compris entre 0 et alpha. Et ce qu'on veut montrer, on veut montrer que un plus 1 est compris entre 0 et alpha. Alors là, c'est du grand classique, puisqu'il va falloir utiliser la fonction petit g, puisque vous savez que un plus 1, c'est g de un. D'accord? Donc ça, c'est du grand classique. La fonction g, c'est la fonction que nous avons utilisée dans la relation de récurrence par laquelle est définie la suite un. D'accord? Donc là, c'est du grand classique. Quand vous êtes dans un raisonnement par récurrence, dans l'étape de l'hérédité, quand vous voyez qu'il y a ici du un, d'accord, et que vous voulez passer à du un plus 1, il y a de fortes chances qu'on utilise la fonction petit g. Alors comment on va s'y prendre? On va donc dire, on a d'après l'hypothèse de récurrence, d'après la HR, on a supposé que un était compris entre 0 et alpha. Or, je sais que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Rappelez-vous, la fonction g, on avait démontré qu'elle était strictement croissante. Donc, si j'applique la fonction g à cette double inégalité, sachant que je suis sur 0 plus l'infini, d'accord, puisque ma fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, je vais pouvoir dire que g de 0 reste inférieur ou égal à g de un, qui reste inférieur ou égal à g de alpha. D'accord? Pourquoi? Puisque je vous rappelle tout simplement que quand vous êtes sur un intervalle et vous savez qu'une fonction est croissante sur un intervalle, si vous avez un nombre a qui est inférieur à un nombre b qui est inférieur à un nombre c, et bien vous avez ici g de a
qui reste inférieur à G de B et qui reste inférieur à G de C. Et ceci est dû au fait que ma fonction est strictement croissante. Donc c'est pour ça ici que j'utilise le fait que la fonction est strictement croissante et je vais appliquer la fonction G aux trois membres de l'inégalité ici, au 0, au UN et au alpha, sans pour autant changer le sens de l'inégalité. Ici, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, j'obtiens G de 0 inférieur à G de UN inférieur à G de alpha. Or, je sais que G de UN, je sais que ce n'est rien d'autre que UN plus 1. D'accord? Donc, G de UN, ce n'est rien d'autre que UN plus 1. Et puis, j'ai démontré que G de alpha, à la question précédente, G de alpha était égal à alpha. D'accord? Et puis, G de 0, si on le calcule, on a G de x qui est 5 ln de x plus 3. Donc, G de 0, c'est 5 ln de 0 plus 3, donc qui donne 5 ln de 3. Or, je sais que ln de 3 est un nombre qui est strictement positif, donc 5 ln de 3 est un nombre strictement positif. Pourquoi ln de 3 est strictement positif? Rappelez-vous, la fonction logarithme est comme ceci. J'ai ici le 1, donc le 3 se trouve ici. Donc ln de 3 est strictement positif. Donc 5 ln de 3 est strictement positif. Ça veut dire que G de 0 ici, c'est 5 ln de 3. Et je sais que 5 ln de 3 est strictement positif. Donc je vais pouvoir tout simplement dire, ici, si je prends en vert ici, j'ai UN plus 1 qui est inférieur à alpha et qui est donc supérieur, strictement supérieur à 0. Donc on peut dire que c'est supérieur ou égal à 0. Donc est-ce que je suis arrivé à démontrer que ma propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire mon objectif ici? Est-ce que je suis arrivé à le démontrer? Bien évidemment, puisque je viens de montrer que UN plus 1 était inférieur à alpha, était supérieur ou égal à 0, et je suis bien parti de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire du fait d'avoir supposé que UN était compris entre 0 et alpha. Donc ici, je vais pouvoir conclure tout simplement que la propriété Pn est héréditaire, et je vais donc pouvoir dire que Pn implique Pn plus 1. Donc la propriété est bien héréditaire. Voici donc la conclusion de l'hérédité, c'est-à-dire la conclusion de la deuxième étape du raisonnement par récurrence. Il faut maintenant conclure avec la troisième étape. Et voici la conclusion du raisonnement par récurrence. Pour tout entier naturel, maintenant je sais que UN est bien supérieur ou égal à 0 et bien inférieur à alpha, puisque la propriété est initialisée et héréditaire. Donc je peux conclure qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels. Donc je viens de démontrer que ma suite UN, on peut l'écrire, la suite UN est donc bornée. La suite UN est bornée, même si on ne me le demande pas. Je peux quand même l'écrire, la suite UN est bornée puisqu'elle est minorée par 0 et majorée par alpha, donc elle est bornée. Dans la question D, on vous demande ici de démontrer alors la conjecture émise à la question 1b de la partie grand B. Rappelez-vous cette conjecture, on avait vu que la suite UN semblait être strictement croissante, donc maintenant cette conjecture, il va falloir la démontrer. Alors qu'est-ce qu'on sait sur cette suite UN? On sait, je vous fais ici un rappel, on sait que la suite UN est une suite définie par récurrence, on sait que U0 est égal à 4 et ici nous avons la relation de récurrence, UN plus 1 c'est 5 ln de UN plus 3 et donc on sait que UN plus 1 c'est l'image de UN par la fonction G. Et la fonction G, c'est G de x égale 5 ln de x plus 3. Alors, on va essayer de démontrer que cette suite est strictement croissante. Quelles sont les méthodes dont on dispose pour montrer qu'une suite est strictement croissante, ou en tout cas pour étudier les variations d'une suite? Alors, on a le choix entre la méthode 1 qui consiste à étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Alors, cette méthode, on peut très bien l'envisager au brouillon et se dire, bon ben, quand je vais calculer UN plus 1 moins UN plus 1 c'est 5 ln de UN plus 3, d'accord, moins UN, donc je vais devoir étudier le signe de cette expression. Or, je vois qu'ici, j'ai une différence entre des logarithmes, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, bah, quelle est l'autre méthode que je peux envisager? La méthode 2, c'est tout simplement de faire un raisonnement par récurrence pour démontrer une propriété qui dépend d'un entier naturel. Quelle est cette propriété Pn? C'est de montrer que UN est strictement croissante. Et comment montrer qu'une suite est strictement croissante? Quelle est la définition d'une suite strictement croissante? Eh bien, c'est tout simplement de montrer que UN plus 1 est strictement supérieur à UN pour tous les entiers naturels. Donc là, on va plutôt partir sur la méthode 2, faire un raisonnement par récurrence. Alors, voici la démonstration par récurrence. On donne un nom à la propriété. On dit soit Pn, la propriété
un plus 1 strictement supérieur à un. Ça veut dire qu'on veut démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels. Et on va donc commencer par voir si cette propriété est initialisée, qui est donc la première étape du raisonnement par récurrence. Initialisation, vérifions que P0 est vrai, c'est-à-dire que U1 est strictement supérieur à U0. Alors je sais que U0 est égal à 4 et U1, je sais que c'est G de U0. G de U0, donc c'est 5 ln de U0 plus 3, donc 5 ln de 4 plus 3, donc 5 ln de 7, et 5 ln de 7, c'est 9,73 à peu près, on tape ça à la calculatrice. Donc on a bien vu ici que U1 est bien supérieur à U0, et donc la propriété P0 est bien vraie, donc ma propriété est initialisée. Allons-y maintenant pour la deuxième étape du raisonnement par récurrence, qui est donc l'hérédité. Alors pour l'hérédité, la deuxième étape de ce raisonnement par récurrence, on dit supposons que la propriété Pn est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire on suppose que un plus 1 est strictement supérieur à un, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et puis on doit montrer que la propriété Pn est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire un plus 2 strictement supérieur à un plus 1. Donc là, si vous voulez, nous avons l'hypothèse de récurrence, la voici, d'accord? Et notre objectif, c'est de montrer que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire, voici notre objectif, c'est de démontrer que un plus 2 est strictement supérieur à un plus 1. Alors ici, on va partir de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire on a supposé que un plus 1 est strictement supérieur à un, et d'autre part, rappelez-vous, dans la question précédente, on avait montré que pour tous les entiers naturels, tous les termes un étaient strictement positifs. Donc du coup, je peux très bien dire que dans mon hypothèse de récurrence, je vais supposer que un plus 1 est supérieur à un, et je sais de toutes les manières que tous les un sont strictement positifs. Ce qui fait que je vais me retrouver sur un intervalle sur lequel la fonction g, d'accord, la fonction g est strictement croissante, puisque la fonction g, je sais qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc je sais que je suis sur 0 plus l'infini, puisque ici, tous les termes ici, vous voyez, je suis supérieur à 0. Donc ça veut dire que je suis bien sur 0 plus l'infini et je sais que ma fonction g est strictement croissante. Donc je vais pouvoir appliquer la fonction g à cette double inégalité. Je sais que un plus 1 est strictement supérieur à un et strictement supérieur à 0. Donc g de un plus 1 va rester supérieur à g de un qui va rester supérieur à g de 0. Et ceci parce que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc quand j'applique la fonction g à cette double inégalité ici, quand je l'applique à cette double inégalité là, d'accord, quand je applique la fonction g ici, je ne vais pas changer le sens des inégalités. Pourquoi ? Parce que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc j'obtiens ici g de un plus 1 supérieur à g de un supérieur à g de 0. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tout simplement, g de un plus 1, l'image de g de un plus 1 par la fonction g, vous savez que c'est un plus 2, et qui est donc supérieur à g de un, l'image de un par la fonction g, c'est un plus 1, et donc je suis bien arrivé à mon objectif. Rappelez-vous, mon objectif ici, je vais le mettre en rouge, ici vous allez le voir, celui-là, l'objectif un plus 2 supérieur à un plus 1, j'y suis bien arrivé. Donc du coup, je vais donc pouvoir dire que ma propriété Pn est bien héréditaire, que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc la propriété est bien héréditaire, et donc maintenant je vais pouvoir conclure mon raisonnement par récurrence. Et voici donc la conclusion, troisième étape de mon raisonnement par récurrence. Pour tous les entiers naturels, je viens de démontrer que un plus 1 est strictement supérieur à un, puisque cette propriété est initialisée et elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tous les entiers naturels. Donc je peux dire que la suite un est strictement croissante, et ceci est une démonstration, alors que dans la question d'avant, c'était juste une conjecture. Rappelez-vous, quand on a représenté les termes U0, U1, U2, on a juste conjecturé que la suite était strictement croissante, alors que là c'est une démonstration, on en est sûr, la suite est strictement croissante, puisque pour tous les entiers naturels, un plus 1 est strictement supérieur à un. Donc voilà, on est sûr que cette suite est strictement croissante, on vient de le démontrer. Dans la question E, on nous dit, en utilisant la question 2a de la partie grand A, justifier que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à alpha.
Très bien. Donc ça veut dire ici qu'on nous demande de montrer que la suite UN est convergente, puisque ici on nous demande de démontrer que sa limite est égale à un nombre fini alpha. Donc on va d'abord démontrer que la suite UN est convergente, et ensuite on montrera que cette limite est égale à alpha. Alors comment on fait pour démontrer que la suite UN est convergente? Eh bien on va faire appel à un théorème que vous connaissez, qui est un théorème qui revient très très souvent dans les sujets type bac. Voici donc le théorème. Le théorème dit si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Donc ça, c'est un théorème qui revient très souvent. Si une suite est croissante et majorée, alors elle converge. Et évidemment, si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Alors ici, qu'est-ce qu'on sait sur notre suite? On sait tout simplement, alors on commence à connaître notre suite, on sait que la suite UN, elle est strictement croissante. On l'a déjà démontré. On l'a même démontré par récurrence, d'accord? On sait que la suite UN est strictement croissante. Et on sait aussi que pour tous les entiers naturels, tous les termes UN sont strictement inférieurs à alpha. Ça veut dire qu'on a aussi démontré que cette suite-là, la suite UN, est aussi une suite majorée par alpha. Donc on a ici les deux conditions du théorème. Une suite, on sait qu'elle est ici croissante, d'accord, et on sait qu'elle est majorée. Donc du coup, par théorème, on va pouvoir dire, en utilisant le théorème, puisqu'on a toutes les conditions du théorème, on va pouvoir dire que UN est convergente. Et ça veut dire quoi que UN est convergente? Ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à L, et L étant un nombre fini. Donc j'attire votre attention ici sur quelque chose de très important. On va le mettre ici allez, on va prendre une autre couleur. On va prendre ici le violet. Attention, quand une suite est strictement croissante, d'accord, et qu'elle est majorée par alpha, d'accord, ça ne veut pas dire, le théorème ne me dit pas qu'elle tend vers alpha, d'accord? Et le théorème me dit que si une suite est strictement croissante et majorée, si elle est majorée par alpha, on dit tout simplement qu'elle converge vers un réel L, mais ce L-là, ce n'est pas forcément alpha. Le théorème, en tout cas, ne me le dit pas, d'accord? Donc il faut tout simplement dire que ici la suite est convergente et elle tend vers une limite finie. Et cette limite finie, on va l'appeler petit L. Donc là, pour l'instant, on a montré que la suite était convergente, et maintenant nous allons montrer qu'elle converge vers alpha, mais ce n'est pas ce théorème qui me dit ça. Il va falloir faire autre chose pour démontrer que la suite converge bien vers alpha. Alors on dit démontrons que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à alpha. Donc on annonce ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on sait? On reprend ce qu'on sait sur la suite UN. On vient de démontrer juste avant que la suite UN est convergente, et on note L sa limite. C'est-à-dire qu'on a noté L, c'est la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire ce qu'on appelle le passage à la limite. Alors ce passage à la limite, je vais vous l'expliquer ici. En fait, on part de la relation de récurrence dans la définition de la suite. Rappelez-vous, la relation de récurrence, on sait que UN plus 1, c'est G de UN. On sait que UN plus 1, c'est G de UN. Donc, si on a une égalité entre UN plus 1 et G de UN, on peut donc dire que la limite du membre de gauche, c'est-à-dire la limite de UN plus 1, est égale à la limite de G de UN. Mais la limite de UN plus 1, c'est quoi la limite de UN plus 1? La limite de UN plus 1, c'est aussi la limite de UN. C'est aussi la limite de UN, puisque c'est juste un décalage d'indice. Et la limite de UN, on l'a noté petit l. Très bien, parfait. Alors maintenant, on va s'occuper du membre de droite. Limite de G de UN, en fait, limite de G de UN, c'est G de la limite de UN. C'est G de la limite de UN. Et G limite de UN, on l'a noté petit l. D'accord? Donc c'est G de petit l. Donc finalement, ici, on se retrouve avec L est égal à G de L. L est égal à G de L. Ça veut tout simplement dire que L vérifie l'équation L est égal à G de petit l. Donc là, je vous ai mis ici les détails, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez démontré qu'une suite est convergente, vous avez noté L sa limite. D'accord? Je vais un peu insister sur ce passage-là parce qu'il est très important. Quand vous avez noté L sa limite, vous savez que ce L-là vérifie L est égal à G de L. L est égal à G de L, et G étant la fonction qui a été utilisée dans la relation de récurrence de la définition de la suite. D'accord? Donc vous pouvez très bien squeezer ce passage et dire tout simplement, je sais que L vérifie l'équation L égale G de L. Alors cette équation L égale G de L, en fait, on pourrait très bien écrire L vérifie, d'accord? L vérifie l'équation
x égale g de x. Très bien, puisque L égale g de L ou x égale g de x, c'est la même équation. Alors cette équation-là, on en a parlé un petit peu dans les questions précédentes. On sait que cette équation, elle a une unique solution. Une unique solution, on l'a démontré. Cette équation a une unique solution et on sait que cette unique solution, c'est alpha. C'est ce qu'on écrit. On écrit l'équation, or l'équation x égale g de x admet une unique solution, d'accord, notée alpha. On a vu ça dans les questions précédentes. Et donc, on va pouvoir conclure que la limite de un égale alpha. Et voici notre conclusion. UN est bien convergente et elle tend bien vers ce fameux alpha qui est l'unique solution de l'équation x égale g de x. Voilà pour cette question. Allez, les dernières questions de cet exercice, on vous dit ici, on considère l'algorithme suivant. Donc ici, on vous donne ici un algorithme. Le voici, on va le lire ensemble et on vous dit, dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète ou d'initiative, même infructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Justifier que cet algorithme se termine. Alors ça, c'est le genre de questions qui font peur aux élèves parce qu'ils se disent, bon, c'est très certainement compliqué puisqu'ils me disent que toute trace de recherche, etc. Donc je ne vais pas le faire et vous vous laissez impressionner. Ne vous laissez surtout pas impressionner par ce genre de questions. C'est tout à fait dans vos cordes. Alors que fait cet algorithme? On va regarder ensemble. On vous dit ici, U prend la valeur 4. Alors on va mettre tout ceci, on va le mettre en jaune pour le lire. On vous dit ici, hop, hop, on vous dit U prend la valeur 4. Donc on sait déjà, on devine que ici c'est la suite UN, d'accord? Donc on sait ici que U0 égale 4. Donc c'est comme si on initialise cette variable U, on lui met 4. Très bien. Donc ça représente le U0 qui est égal à 4. Et on vous dit répéter tant que U moins 14,2 est strictement inférieur à 0, fin tant que. Donc quelle est cette condition qu'on va répéter tant que cette condition est vraie? Tant que cette condition est vraie, on exécute cette instruction. Alors, quelle est cette condition? C'est U moins 14,2 est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que U est strictement inférieur à 14,2. Tant que cette condition-là est vraie, je continue à faire quoi? Je continue à exécuter cette instruction qui est U prend la valeur 5 ln de U plus 3. Donc là, j'ai l'impression que dans cette ligne-là qu'on va mettre, allez, on va la mettre en bleu, cette ligne-là, je vais venir mettre à jour la valeur de U. Donc on voit bien ici que c'est que avant de rentrer dans la boucle U0, U prend la valeur U0 qui est 4. Donc avant de rentrer en fait dans U, je mets U0 qui est égal à 4. Et puis si cette condition est vraie, alors est-ce que cette condition est vraie? Oui, puisque 4 est bien inférieur à 14,2. D'accord? Donc je vais rentrer ici. Et quand je vais rentrer ici, eh bien dans U, il y avait 4, je vais mettre U1. Puisque ici, je vais calculer U1, 5 ln de U plus 3, ça veut dire que quand je vais rentrer la première fois, je vais calculer 5 ln de U0 plus 3, et je sais que ça, c'est U1. Donc je vais rentrer, je vais calculer U1. Et ensuite, je vais revenir ici. Je vais voir, est-ce que U1 est bien inférieur à 14,2? Oui, c'est inférieur à 14,2, donc je vais re-rentrer dans la boucle pour calculer U2, d'accord? Et donc en fait, je vais calculer les termes de proche en proche. Tant que je suis inférieur à 14,2, je continue à calculer les termes. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Je vais m'arrêter, d'accord, quand cette condition-là ne sera plus vraie. Et quand est-ce qu'elle ne sera plus vraie? Eh bien, quand U est supérieur à 14,2. Et donc, quand est-ce U supérieur ou égal à 14,2? Et qu'est-ce que je sais sur cette suite? Est-ce que je suis sûr de pouvoir dépasser 14,2? C'est-à-dire que cet algorithme va s'arrêter. Il va s'arrêter quand U sera supérieur ou égal à 14,2. Or, qu'est-ce que je sais sur cette suite-là? Je sais que cette suite-là, UN, je sais qu'elle est strictement croissante. Rappelez-vous, là, je suis au brouillon. Je suis en train de vous expliquer mon raisonnement au brouillon. Je sais qu'elle est strictement croissante et je sais que limite de UN égale alpha. D'accord? Et qu'est-ce que je sais sur ce alpha? Rappelez-vous, si on regarde les questions précédentes, je sais que la limite de UN est égale à alpha. Et alpha, rappelez-vous, j'avais un encadrement. Je sais que alpha est compris entre 14,23 et 14,24. Et 14,24, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais avoir un alpha, d'accord, qui lui-même est compris entre 14,23
et 14,24, d'accord? Donc ce alpha est ici, et puis j'ai ici une suite qui commence à U0 égale 4 et qui va se mettre à croître. Elle est strictement croissante, U1, U2, U3, U4, elle va se mettre à croître, 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 et puis tous les termes ici vont venir s'accumuler autour de alpha sans jamais l'atteindre, d'accord? Donc ça veut dire que aussi proche que l'on souhaite être proche de alpha, on va toujours être aussi proche que l'on souhaite de alpha, tout en étant strictement croissant. Et je sais que alpha est compris entre 14,23 et 14,24. Donc, est-ce que je vais dépasser 14,2? Évidemment que je vais dépasser 14,2. Donc, cette condition-là, un moment ou un autre, va être vérifiée. Et donc, si elle est vérifiée, ça veut dire que la boucle tant que va bien s'arrêter. Et je vais donc sortir de la boucle tant que. Et donc là, j'ai répondu à la question, puisque la question me dit tout simplement justifier que cet algorithme se termine. Et on va donc rédiger tout ceci en français pour expliquer que l'algorithme se termine. Voici donc notre explication rédigée. On va dire l'algorithme se termine si la condition U-14,2 strictement inférieure à 0 n'est plus vérifiée. D'accord ? On vous l'a dit, cette condition-là n'est plus vérifiée. Donc pour que l'algorithme s'arrête, il faut que cette condition ne soit plus vérifiée. Et cette condition-là, elle est équivalente à U strictement inférieur à 14,2. Donc il faut que cette condition ne soit plus vérifiée. Très bien. Donc ça veut dire que son contraire doit être vérifié. Et quel est son contraire? C'est-à-dire que l'algorithme se terminera quand U est supérieur à 14,2. Très bien. Donc à ce stade déjà, vous avez déjà gagné des points si vous dites ça. Or, la variable U prend les valeurs de la suite UN. Donc on explique bien que la variable U, ici, elle prend les valeurs de UN. D'accord? Ici, vous voyez, ici dans la boucle tant que, dans cette instruction-là, on explique que la variable U va prendre les différentes valeurs de UN. Et qu'est-ce qu'on sait sur la suite UN? On sait que UN est strictement croissante et que la limite de UN, c'est alpha. Et on sait aussi que alpha est compris entre 14,23 et 14,24. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, U, la variable U, sera bien supérieure, alors là, j'ai oublié un petit E, sera bien supérieure à ou égal, là aussi j'ai oublié un E, parce que c'est la variable, ou supérieur ou égal à 14,2. Donc l'algorithme va bien s'arrêter. Et là, on a répondu à la question, on a justifié que cet algorithme va bien s'arrêter. On attaque maintenant la dernière question de cet énoncé, c'est la question 3 petit b. On vous dit, donnez la valeur que cet algorithme affiche, on arrondira à 5 décimales. Alors, on sait très bien qu'on va sortir de la boucle tant que quand cette condition-là ne sera plus vérifiée. Donc, je vous avais expliqué dans la question précédente qu'on va sortir de l'algorithme quand U-14,2 inférieur à 0 ne sera plus vérifié, c'est-à-dire quand U va être supérieur ou égal à 14,2. Donc là, dans cette question, on vous dit, donnez la valeur que cet algorithme affiche, on arrondira à 5 décimales. Donc là, c'est très simple, vous allez dans votre calculatrice, vous programmez la suite UN, donc je vous laisse programmer ça dans votre calculatrice. Ici, je vous ai mis ici les rangs, d'accord? Les rangs, les voici, n égale 0, 1, 2, 3, etc., etc., etc. Et puis ici, j'ai fait ça sur un tableur, j'ai mis ici les termes UN. Donc les termes UN, donc ici j'ai U0 qui est égal à 4, et puis vous savez très bien que cette suite est définie par récurrence, ça veut dire que ce nombre-là, c'est U1, et je sais que U1, c'est G de U0, c'est-à-dire que ce nombre-là a été calculé à partir de la valeur d'avant. Ce nombre-là, c'est U2, c'est G de U1, c'est-à-dire qu'il a été calculé à partir de la valeur d'avant. Donc là, il suffit tout simplement que je regarde quand est-ce que U va être supérieur à 14,2. Quand est-ce qu'il va être supérieur à 14,2? Donc je regarde, là c'est 13,77, là, je regarde, et puis là, hop, je me dis, c'est ici qu'il est supérieur à 14,2, c'est-à-dire pour n égale 6. C'est-à-dire que mon algorithme, en fait, va sortir de la boucle et va m'afficher ici, afficher U6. Et U6, c'est cette valeur-là, hop, la voici, c'est cette valeur-là qui va nous afficher. Donc cette valeur-là, arrondie à 5 décimales, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, on va arrondir à 5 décimales, c'est-à-dire que la valeur qui va être affichée, c'est 14,2231. Attention ici, après le 4, il y a un 9, donc on va arrondir à
avec un 5. Donc voilà la valeur qui va être affichée par cet algorithme. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.